L'Europe de l'Est n'attend pas. Avec la Russie qui déchire l'Ukraine et l'OTAN qui semble plus faible, les pays à la porte de Poutine font un choix. Armez-vous ou risquez d'être le prochain. Un énorme renforcement militaire est déjà en cours. Mais pourquoi maintenant? Qui dirige le pays? Quelles nations sont visées par la Russie? Analysons cela en commençant par le pourquoi. Selon une vidéo YouTube du 8 mars de Zweites-Deutsche Fernsehen Heute Nachrichten, un service de diffusion publique allemand, l'Europe est préoccupée par les États-Unis. Elle a toutes les raisons de l'être. Trump et Poutine brisent quand les repères établis. L'avenir de l'OTAN est en jeu, affirme le média à juste titre. Les derniers mois ont été mouvementés aux États-Unis. Politique, surtout concernant la guerre en Ukraine. Avant son arrivée au pouvoir, les États-Unis. Le président Donald Trump a déclaré avec fierté qu'il pourrait mettre fin au conflit russo-ukrainien en une journée. Près de 2 mois se sont écoulés, et cette affirmation est restée sans suite. Néanmoins, le président américain a été occupé. Le 12 février, Trump a pris une mesure sans précédent. Trump a appelé Vladimir Poutine pour discuter de près de 3 ans de politique américaine. Cet appel direct a duré 90 minutes et a marqué la percée diplomatique la plus sérieuse de la Russie, depuis que Poutine a commencé sa prétendue opération militaire spéciale en février 2022. Trump et Poutine ont discuté d'entamer des négociations pour terminer la guerre. Quant au président ukrainien Volodymyr Zelensky, il n'a reçu un appel téléphonique qu'après que Trump ait parlé à Poutine. Selon The Guardian, cela a façonné l'approche de Trump envers la guerre en Ukraine. Parler d'abord à Poutine, puis fixer les termes de la conversation à Zelensky. L'appel semblait être un tournant dans la politique américaine, non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour l'Europe entière. Le secrétaire à la défense américain Pete Hegseth a immédiatement exclu toute possibilité pour l'Ukraine de rejoindre l'OTAN. 2 jours plus tard, le vice-président JD Vance a utilisé son temps de parole à la conférence de défense de Munich pour ignorer l'Ukraine et lancer une attaque sauvage contre l'Europe, accusant le continent de se retirer de ses valeurs les plus fondamentales. Puis est venue la réunion. Le 18 février, des délégués des camps de Trump et Poutine se sont réunis en Arabie Saoudite pour entamer les pourparlers de paix. L'absence de diplomates ukrainiens et européens semblait envoyer un message clair à l'Europe. Les États-Unis et la Russie vont gérer cela sans vous. Après la réunion, Trump semblait déclarer la guerre à Zelensky. Trump a dit aux dirigeants ukrainiens qu'il avait eu plusieurs opportunités de conclure un accord avec Poutine ces 3 dernières années. Trump a également qualifié Zelensky de dictateur et l'a accusé de museler les élections en maintenant l'Ukraine sous la loi martiale. La position apparemment pro-russe de l'Amérique a été confirmée le 24 février, lorsque les États-Unis ont voté contre une résolution des Nations Unies condamnant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. C'est la première fois depuis l'invasion de Poutine que les États-Unis ont voté contre une résolution en faveur de l'Ukraine. 4 jours après, Trump et Zelensky se sont rencontrés pour la première fois à la Maison-Blanche. La réunion a été explosive, Trump et Vance envoyant constamment des pics vers Zelensky alors que le président ukrainien ripostait. Suite à cela, l'administration Trump a suspendu l'aide militaire américaine et empêché ses alliés européens de partager des renseignements avec l'Ukraine. Le reste de l'Europe a-t-il raison d'être inquiet? En un mois, la politique américaine envers la Russie a semblé faire volte-face. Anciens ennemis, les États-Unis semblaient désormais coopérer avec Poutine pour une paix qui profiterait à la Russie au détriment de l'Ukraine. Le 12 mars, des délégués de Trump et Zelensky se sont rencontrés en Arabie Saoudite, marquant un nouveau revirement. Ils ont convenu d'un cessez-le-feu de 30 jours, suspendant toutes les opérations terrestres, aériennes et maritimes des 2 côtés du conflit ukrainien. Les États-Unis ont rétabli leur aide militaire et le partage de renseignements avec l'Ukraine, indiquant qu'ils pourraient maintenant soutenir ce pays. Comme mentionné, c'est un véritable tourbillon, et de nombreux pays d'Europe de l'Est et du Centre en ont assez de ces constantes volte-face aux États-Unis. La politique ne fournit pas le leadership militaire stable et réfléchi auquel l'Europe est habituée. L'Amérique est perçue comme une terre sauvage par de nombreux pays, ce qui motive une importante augmentation de sa puissance militaire. Les pays les plus proches de l'Ukraine, et surtout ceux qui partagent des frontières avec la Russie ou son allié la Biélorussie, s'arment jusqu'aux dents. Cela soulève une question évidente. Quel pays tente de se renforcer? L'Estonie, notamment. L'un des 3 États baltes, avec la Lettonie et la Lituanie. L'Estonie a une longue histoire avec la Russie. Le petit pays de seulement 1,37 million de personnes faisait autrefois partie de l'Union soviétique. Il a obtenu son indépendance le 20 août 1991, les restes de l'Union soviétique reconnaissant cette indépendance le mois suivant. L'Estonie était libre. Elle craint maintenant que la Russie ne la prenne pour cible si Poutine réussit en Ukraine. En Estonie, la Russie est depuis longtemps vue comme un agresseur impérial voulant reprendre le pays sous Poutine.
Les récentes actions de l'Amérique ont donc alarmé la nation. L'Estonie a déjà soutenu l'Ukraine, mais avec la politique américaine changeante, elle sait qu'elle doit faire plus pour se défendre. Pour l'instant, elle n'est pas prête. Selon Global Firepower, ou Global Firepower qui classe annuellement 145 nations militaires sur la base de plus de 60 facteurs, l'Estonie possède la 107e armée la plus puissante du monde. C'est loin derrière la Russie. Et il ne devrait pas être surprenant que cette petite nation ait une armée avec seulement 7700 personnels actifs, bien qu'elle ait aussi 78 800 réservistes, sur lesquels elle peut compter si elle fait face à une menace russe. L'Estonie dispose également de 10 000 forces paramilitaires, principalement des milices et groupes similaires indépendants de l'armée principale, mais agissant généralement en soutien au pays. La petite force aérienne estonienne ne possède que 5 avions, principalement des hélicoptères, et un parc de 1685 véhicules militaires. La marine du pays n'est guère mieux, avec seulement 8 actifs, 4 navires de guerre des mines et 4 navires de patrouille. Pourtant, elle fait tout ce qu'elle peut pour se renforcer. Le 17 septembre 2024, l'Estonie a ouvert un camp militaire, lui permettant d'accueillir les forces de l'OTAN près de la frontière russe. Ce camp peut accueillir 1000 soldats dans 8 salles et sert de lien vital entre l'Estonie et ses alliés de l'OTAN. Hanno Pevkur, ministre de la Défense estonien, affirme que le nouveau camp permet à l'Estonie d'être prête à accueillir des alliés à une plus grande échelle, conformément au nouveau plan de défense de l'OTAN. Cette préparation inclut la mise en place d'infrastructures essentielles, comme des installations de maintenance et de stockage d'équipements. Ce camp renforce les liens de l'Estonie avec ses alliés, sur lesquels elle comptera en cas de guerre avec la Russie, avec ou sans l'implication des États-Unis. C'est un début modeste, mais important. L'Estonie accroît aussi son budget militaire. En 2025, elle prévoit de consacrer 3,4% de son produit intérieur brut à la défense. C'est notable car c'est nettement plus que la recommandation de l'OTAN de 2% des dépenses du produit intérieur brut. Elle renforce aussi ses liens avec la France, soutenant une initiative française pour dépenser la plupart d'un fonds militaire de l'Union européenne en milliards de dollars pour des armes européennes, plutôt qu'américaines. Le Premier ministre estonien, Krista Michael, a soutenu les appels de Donald Trump pour que les pays de l'OTAN atteignent 5% des dépenses du produit intérieur brut en défense. Selon Michael, nous connaissons notre adversaire. Tout comme la Pologne, la Lettonie et la Lituanie, nous devons viser 5% des dépenses en défense. Les messages d'Estonie sont clairs. Si la Russie envahit, ce dont nous ne sommes plus certains, nous pouvons compter sur le soutien des États-Unis. Cependant, cela ne sera pas suffisant. L'Estonie étant une petite nation comparée à la Russie, son armée est largement dépassée par la force militaire de Moscou. Cependant, la Russie fera face à plus qu'une montée militaire estonienne si elle envahit. Il y a déjà plus de groupes paramilitaires et de résistance qui se forment dans le pays, et qui sont prêts à s'opposer à Poutine, même s'il envahit l'Estonie. Zweites Deutsches Fernsehen s'est entretenu avec Ingrid Nielsen, membre de l'un de ces groupes. Elle voit la Russie comme une menace majeure et veut faire partie de toute résistance qui se forme si Poutine choisit d'attaquer son pays. Suite à l'invasion de l'Ukraine par Poutine, elle a rejoint un groupe de résistance civile estonien. La première nouvelle était tellement choquante que Nilsson a mis plusieurs mois à réfléchir aux conséquences d'un tel événement en Estonie, confie-t-il à Zweites Deutsches Fernsehen. Ma décision a été claire. Pour Nilsson, avec Trump comme président des États-Unis, l'OTAN n'est plus ce qu'elle était, ce qui l'inquiète. L'OTAN a beaucoup évolué ces 6 derniers mois, affirme-t-elle. Il y a eu un choc de réalité que ce n'est pas la seule solution, mais la volonté des gens de se défendre est très forte, même individuellement, ajoute-t-elle, avant de conclure avec un message glaçant. Chaque buisson tire, c'est la devise de l'armée estonienne. L'Estonie n'est peut-être pas la menace la plus redoutable pour Poutine au-delà de l'Ukraine, mais sa devise et sa montée en puissance militaire prouvent qu'il n'aura pas une bataille facile. Les difficultés de Poutine ne feront que s'aggraver s'il se tourne vers un autre ex-membre de l'Union des républiques socialistes soviétiques, la Pologne. Comme l'Estonie, la Pologne voit en Russie une menace imminente pour sa souveraineté. Elle est particulièrement préoccupée à cause de ce que l'on appelle le gap de Suwałki. Niché le long des frontières de la Pologne et de la Lituanie, cette étendue de terre de 100 km est parfois qualifiée de lieu le plus dangereux sur Terre. Pourquoi ? La Pologne a aussi à ses frontières la Biélorussie, proche alliée de Poutine, à l'est, et l'enclave russe de Kaliningrad à l'ouest. Politico dit que le gap de Suwałki serait probablement l'une des premières régions qui accueillerait des combats si la Russie entre en guerre avec l'OTAN. Ce qui signifie que la Pologne sait qu'elle doit être préparée. Et elle l'est. Ces dernières années, la Pologne a progressivement fait de son armée l'une des plus puissantes d'Europe. Le Global Firepower classe désormais l'Ukraine comme la 21e nation la plus puissante du monde, mieux préparée que l'Estonie pour affronter la puissance militaire russe.
L'armée polonaise compte actuellement 202 100 personnels actifs, ainsi que 350 000 réservistes et 50 000 forces paramilitaires, pour créer un total de plus de 600 000 hommes. C'est moins que les 1,3 million de soldats russes, mais suffisant pour repousser une invasion pendant des mois voire des années, le temps que les alliés de la Pologne réfléchissent à la suite. La Pologne a également investi dans son armée de l'air, qui compte désormais 479 actifs, dont 59 avions de chasse et 44 avions d'attaque. Elle possède 614 chars, plus de 23 000 véhicules militaires et 677 unités d'artillerie autopropulsées, ce qui la place au 7e rang mondial. De plus, sa marine est en pleine croissance. Actuellement, elle dispose de 62 actifs, dont 2 frégates, une paire de corvettes et 26 navires de guerre des mines. Tout cela est le résultat d'un investissement substantiel dans l'armée du pays, pour s'assurer qu'elle est préparée à une invasion russe, et plus est à venir. Le 5 février, le président polonais Andrzej Duda a annoncé que la Pologne prévoit de dépenser 4,7% de son produit intérieur brut en défense en 2025. Cela représente environ 32,5 milliards de dollars, faisant de la Pologne le plus grand dépensier en défense de l'OTAN, en fonction du produit intérieur brut. C'est aussi 0,6%, comparé aux 4,1% du produit intérieur brut que la Pologne a dépensé en 2024. Selon Duda, une base américaine antimissile permanente et solide est établie en Pologne. Nous poursuivons l'acquisition de l'équipement le plus moderne pour l'armée polonaise. Selon Euronews, le premier ministre polonais Donald Tusk a aussi convenu en privé que l'Europe doit augmenter ses dépenses de défense. La Commission de l'Union européenne affirme que le continent doit investir au moins 541 milliards de dollars dans la défense au cours des 10 prochaines années. Si la Pologne maintient son taux actuel de dépenses militaires, elle représentera près de 60% de cet investissement. Une grande partie de cet argent est investi dans ce que la Pologne appelle le bouclier de l'Est. Le bouclier de l'Est, s'étendant aux frontières de la Pologne et des États baltes avec la Russie et la Biélorussie, est un ensemble de défense frontalière visant à ralentir toute force hostile entrante. La construction de l'initiative a débuté en novembre 2024 et le coût total estimé pour la Pologne est d'environ 2,55 milliards de dollars. Le bouclier de l'Est prévoit la construction d'un réseau complet de fortifications, incluant des barrières anti-chars comme des tétrapodes et des dents de dragon. Ces défenses compléteront la 116 miles et de 5,49 mètres de haut, que la Pologne a érigée le long de sa frontière avec la Biélorussie en 2022 pour empêcher les passages illégaux. Le bouclier de l'Est, avec sa clôture équipée de dispositifs électroniques et de capteurs, est parfait pour ralentir les forces terrestres russes et alerter les autorités polonaises en cas de tentative d'intrusion, agissant comme un système d'alerte précoce contre une invasion terrestre. Lorsque la Russie tente d'envahir la Pologne, l'alerte est donnée. Le bouclier de l'Est ralentit les forces russes, permettant à l'armée polonaise de se fortifier et de préparer sa défense. L'accumulation militaire de la Pologne ne s'arrête pas là. Le 7 mars, Donald Tusk a annoncé un plan du gouvernement polonais pour introduire une formation militaire obligatoire pour tous les hommes adultes en Pologne. L'objectif est de renforcer l'armée à 500 000 soldats, réservistes inclus, afin de contrer la menace russe. Tusk a déclaré au Parlement polonais que l'objectif est d'avoir un modèle prêt d'ici fin d'année pour former chaque homme adulte en Pologne en cas de guerre, afin d'avoir une réserve adéquate face aux menaces potentielles. Ces plans s'inscrivent aussi dans l'objectif de la Pologne d'augmenter son armée active de 200 000 à 220 000 soldats d'ici fin 2025. Le pays vise 300 000 membres actifs du service, et la formation militaire obligatoire aiderait à atteindre cet objectif et à fournir les réservistes nécessaires en cas d'invasion russe. Tusk a également soutenu le retrait de la Pologne de la Convention d'Ottawa. Ce traité emblématique interdit l'utilisation de mines antipersonnelles en conflit. Tusk envisage aussi le retrait de la Pologne de la Convention de Dublin, qui interdit similairement les armes à sous-munitions. Les raisons de Tusk sont claires. Soyons honnêtes, ce n'est pas quelque chose de bien, rien d'agréable. Nous le savons très bien, dit le Premier ministre de la Pologne. Le problème est que dans notre environnement, ceux dont nous pourrions avoir peur ou qui sont en guerre possèdent tous des armes. En résumé, comme la Russie utilise des mines antipersonnelles et des munitions à sous-munitions en Ukraine, il est logique que la Pologne riposte de la même manière. La Pologne s'efforce d'accéder à l'arme nucléaire, probablement avec la France et le Royaume-Uni. Elle renforce son armée face à une menace à l'horizon. Comme en Estonie, les Polonais ordinaires rejoignent des organisations de résistance à la Russie. Ces personnes incluent un historien nommé Miłosz Gajewski. Gajewski a déclaré à Deutsche Fernsehen qu'il a rejoint une équipe de médecins bénévoles polonais lorsque la Russie a envahi l'Ukraine.
Il s'est rendu plusieurs fois sur les lignes de front en Ukraine et croit qu'une attaque russe sur la Pologne ou les États baltes est inévitable. À un moment donné, dit-il en s'adressant à Süddeutsche Fernsehen, les Russes ne pensent pas de manière rationnelle. Pour eux, leurs actions consistent à étendre leur empire de manière violente. Pour eux, seul le pouvoir et la violence comptent. Cette citation explique pourquoi la Pologne et l'Estonie renforcent leurs armées. Ils refusent de se battre, mais pensent qu'il est impossible de raisonner avec Poutine. Ils voient le leader russe comme un homme voulant bâtir un empire. Avec les revirements politiques des États-Unis affaiblissant la menace que l'OTAN pose à Poutine, les deux nations veulent être prêtes, si elles doivent combattre. Les pays d'Europe de l'Est et du Centre ne se développent peut-être pas tous de la même façon, comme le montre l'exemple de la Géorgie. Selon Süddeutsche Fernsehen, la Russie a occupé environ 20% de ce pays depuis que Poutine a commencé sa guerre en 2008 avec la nation. Il doit aussi affronter l'influence de Bidzina Ivashnichvili. L'un des hommes les plus riches de Géorgie, Ivashnichvili, est un oligarque qui a utilisé son influence pour éloigner la Géorgie de l'Occident. Poutine peut ainsi étendre son influence et celle de la Russie dans ce petit pays en créant une atmosphère idéale. Il y a des éléments de résistance en Géorgie. Tadej va parler à une personne qui a créé un café du savoir. Son but était de créer un espace où les gens pourraient partager des idées et échapper à l'omniprésente propagande russe, inondant la Géorgie. Ce café a été construit avec l'aide de l'Agence des États-Unis pour le développement international, qui a aidé les fondateurs du groupe à organiser des campagnes de collecte de fonds pendant plusieurs mois. Le café a depuis été fermé. L'Agence des États-Unis pour le développement international n'aide plus. La fondatrice, Nana Bagalishvili, est désormais considérée comme une ennemie de l'État de Géorgie. Aucune accumulation militaire n'est possible pour la Géorgie sous l'influence russe persistante. La Moldavie est dans une situation semblable, où l'influence russe se répand via la propagande et la corruption dans le pays. Avant les élections d'octobre 2024 du pays, la Russie a commencé à y envoyer des gens avec de l'argent liquide. Des sommes allant jusqu'à 7500 $ se trouvaient dans les poches de ces personnes, l'argent ayant un but unique, acheter des votes pour les candidats que la Russie favorisait. La Russie essayait d'évincer Maya Sandu, présidente sortante, se présentant à sa réélection avec un programme pro-européen. La Russie a échoué et Sandu a été réélu. Actuellement, des milliers de soldats russes sont stationnés à la Transnistrie, qui est un état séparatiste officiellement reconnu comme faisant partie de la Moldavie, mais qui subit une influence russe croissante. Tout comme la Géorgie, la Moldavie fait face à des défis suite à la diminution de l'aide financière américaine par Trump. En Moldavie, les équipes supervisant les élections doivent renvoyer des gens chez eux, par manque de fonds. Cette situation permet à Poutine d'accroître son influence dans un pays qu'il veut contrôler. La clé du renforcement militaire de l'Europe de l'Est réside dans le contrôle. Des pays comme l'Estonie et la Pologne voient Poutine pour ce qu'il est vraiment. Ils voient la Russie comme un pays qui ne veut rien d'autre que contrôler autant d'Europe que possible. La seule façon de combattre le désir de contrôle de Poutine est de se renforcer. Pour démontrer à la Russie que l'Europe de l'Est et centrale ne céderont pas aux exigences de Poutine. La Géorgie et la Moldavie luttent déjà sous l'influence russe. L'Estonie et la Pologne ne veulent pas partager le même sort et se prépareront, avec ou sans l'aide des États-Unis. Que pensez-vous de la montée militaire en Europe de l'Est? Sera-t-elle suffisante pour stopper Poutine? Si Poutine gagne en Ukraine, quel rôle les États-Unis joueront-ils s'ils se tournent vers d'autres nations européennes? Partagez vos pensées et merci d'avoir regardé. Allez voir, la Russie n'en croit pas ses yeux. La Pologne cherche des armes nucléaires et une armée de demi-million. Ou cliquez sur cette autre vidéo.